Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée DAC-MX Introduction, où on va enfin parler de DAC-MX, ce fameux driver universel de chez Eni qui permet de piloter l'ensemble des références qui existent chez Eni et qui a accompagné en fait Eni depuis 50 ans, même si DAC-MX date de 2003. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Là on va vraiment toucher le cœur de métier de Eni, vraiment ce cœur des 50 dernières années qui est la carte électronique, parce que Eni est un fabricant de cartes électroniques, de matériel d'acquisition. Et donc on va comprendre ce que c'est que DAC-MX, ce fameux driver qui permet de piloter l'ensemble des références Eni, donc pour la partie acquisition. Et on va justement essayer d'expliquer quel est le point commun entre toutes ces fameuses références. Alors une référence, ça peut être un châssis, une carte électronique, un instrument de mesure, un module. Alors quel est justement le point commun entre ce module, avec ce module, avec ce module ou avec ce module? Quel est le point commun, sachant que chacun d'entre eux, en fait, ça peut être de l'entrée-sortie analogique, numérique, ça peut être du synchroniseur, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être de l'acoustique, c'est vraiment, il y a une richesse en fait, un écosystème assez riche dans le monde de l'électronique, et Eni a suivi justement cet écosystème. Et donc dans le monde de l'acquisition et alors il y a des modules, on va dire spécialisés, des modules généralistes et des modules spécialisés. Et donc quel est le point commun? Qu'est-ce qui permet de piloter à partir d'une seule palette dans LabVIEW de manière facile et efficace, et ergonomique, donc avec beaucoup d'accessibilité, tout ce matériel? Et bien tout ce matériel se pilote grâce à DAC-MX. Et on va expliquer justement ce que c'est que DAC-MX aujourd'hui, parce que c'est pas uniquement une palette sur laquelle on va se connecter sur le matériel Eni, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'en fait Eni c'est plus de 500 références. Enfin, en 2018, c'est plus de 500 références. Donc aujourd'hui, on doit être à plus de 650 parce qu'on est quand même en 2026. Et donc du coup, qu'est-ce qui permet de piloter de manière, on va dire, de manière efficace, ergonomique, accessible, l'ensemble de ces références? Et le point commun également, par exemple, avec le fameux MioDAC, qui est la dernière plateforme de chez Eni, où il va y avoir des entrées-sorties analogiques numériques. Ce fameux CDAC, donc, qui est un petit châssis en fait, un petit châssis qu'on branche par USB, et donc qui a ses compatibilités avec le système de cassette, ou pourquoi pas aller jusqu'à un compact Rio. Donc là, vous voyez un compact Rio. Donc là, bon, là il a justement tous ces slots, et donc les fameuses cassettes qu'on peut y introduire en fait. Donc là, hop, voilà. Hop là, ouais, voilà. Et donc on peut y introduire toutes ces cassettes, et en fait avec beaucoup de modularité. Et donc c'est vrai que l'histoire de Eni, c'est une histoire de modularité et de facilité et d'accessibilité. Ça, c'est vraiment lié aux technologies et à l'écosystème de Eni. Et LabVIEW en fait en est le témoin. Et LabVIEW, en fait, le cœur de métier de Eni, c'est pas LabVIEW, c'est le matériel enfin le matériel électronique. Et LabVIEW en fait, c'est un ambassadeur de ce matériel électronique, et c'est de l'accessibilité. Et LabVIEW en fait est né en même temps que la croissance de Eni, enfin la super croissance qu'ils ont eu dans les années 80, 90, 2000. Et donc du coup, DAC-MX, c'est la continuité. Donc c'est pour ça que DAC-MX a été créé en 2003. Et la particularité de DAC-MX, c'est qu'en fait, on va pouvoir, à partir de DAC-MX, programmer du matériel électronique. Et quand on dit programmer, c'est vraiment pousser. On va vraiment pousser, parce que Eni, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un châssis, par exemple comme celui-là, donc là c'est un CEDAC, à l'intérieur de ce châssis, en fait, il y a de l'électronique. Donc dans le fond de panier, en fait, à l'intérieur, il y a de l'électronique. Il peut y avoir un FPGA ou de l'ASIC, et enfin un ASIC, et l'ASIC a été développé par Eni. Donc c'est vraiment, Eni développe également ses propres puces électroniques en interne, et en fait DAC-MX va permettre justement de dialoguer justement avec ces fameuses puces, qui elles-mêmes vont discuter avec les différents modules que Eni propose dans son écosystème. Et là où il y a une particularité très forte, c'est que tous ces modules, on va pouvoir les programmer en vitesse d'acquisition. Alors les ASICs en fait vont pouvoir faire du routage, vont permettre justement de gérer des mémoires, donc des DMA, donc des Direct Memory Access, vont permettre de triguer, vont permettre d'avoir différents types d'horloges. Et donc tout ça, ça va être de la programmation via DAC-MX. Et donc DAC-MX en fait va nous permettre via LabVIEW
directement de programmer ce matériel, même si c'est pas un système embarqué, puisqu'il faut qu'il soit connecté, puisque c'est une extension de châssis. Donc on le branche en USB et tant qu'il est branché à un PC, bon bah le PC c'est lui qui va être le contrôleur et il n'y a pas de contrôleur là-dessus. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'intelligence et DAC-MX va piloter cette intelligence. Et donc on va voir un petit peu comment ça marche. Et puis l'autre particularité de DAC-MX, c'est cette fameuse symbiose entre le hardware et le software, cette complémentarité assumée chez Annie où bah, en fait à la base on a démarré sur de la carte, puis la View est arrivée comme une extension du hardware et en fait DAC-MX permet de faire justement une synthèse entre tout ça et donc du coup il y a vraiment une symbiose entre le hardware et le software et donc on a appris jusqu'à présent à faire des architectures logicielles sous la View modulaire et également effective, enfin très efficace, efficiente, très efficiente. Et donc du coup, on était vraiment, le but du jeu, c'était de ne pas gaspiller de la mémoire et d'être vraiment efficace. Et là, ce qui se passe, c'est que DAC-MX va nous permettre de déployer une partie de, comment dire, on va déléguer une partie de ce qui va consommer en termes processeur sur l'architecture logicielle directement dans le matériel électronique. Et comment on va faire ça? Bah, par exemple, lorsqu'on va avoir un nombre d'acquisitions fini ou lorsqu'on va avoir par exemple des triggers ou des choses comme ça, on va programmer à l'avance le matériel. Le matériel va déclencher justement ces triggers ou va déclencher justement, avec ces triggers, il va déclencher quand est-ce il va démarrer les acquisitions ou simplement lancer ses acquisitions, donc un certain nombre d'acquisitions. Et lorsqu'il terminera, il enverra via la structure d'événements dans la view des informations. Et donc à ce moment-là, nous, on récupérera ces informations-là. Et on ne sera pas obligé de scruter en boucle et justement de manger de la mémoire et du processeur inutilement dans nos architectures logicielles. Et en fait, ce mariage, cette complémentarité assumée côté NI, bah, vous allez voir, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des architectures logicielles. Les architectures logicielles sous la view sont vraiment adaptées à DAC-MX et vous allez voir que c'est vraiment très efficace. Et donc, il y a beaucoup de subtilités qu'on va apprendre justement dans ces 3 prochaines vidéos justement sur DAC-MX. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser DAC-MX. On va faire une introduction globale. On va faire un petit exercice ensemble comme toujours. Et puis, dans les 2 prochaines vidéos, on apprendra d'un côté à utiliser les clocks de manière efficace et de l'autre, les triggers et tout ce qui est gestion d'événements. Puisque d'un côté, bah, il y a des événements matériels. Quand est-ce que je me déclenche? Le fameux trigger. Et de l'autre, des événements logiciels qui sont vraiment indispensables, qui vont permettre justement de faire tourner une architecture normale. Donc lorsque vous avez un banc de test, vous n'êtes pas obligé de consommer de la ressource et de faire tourner des boucles pour pouvoir faire de l'acquisition. Vous allez simplement faire vos architectures logicielles normalement, optimisées. Et lorsque le matériel aura réalisé la tâche qu'on lui demande, uniquement lorsqu'il réalisera la tâche qu'on lui demande, on récupérera les informations dans une structure d'événements. Et là, vous allez voir que c'est très efficace. En gros, on recevra une notification et puis de cette notification, on pourra récupérer les informations dans les différentes architectures. Donc, Machine Data, QMH, Actor Framework, bien évidemment. Et donc là, vous allez voir que c'est très efficace. Et puis la dernière chose à savoir sur DAC-MX, c'est que malgré le fait que la view est très ergonomique, très accessible, Eni a introduit quelque chose de nouveau, d'encore plus accessible, qui est le VI Express, qui est en fait une technologie très intéressante et très efficace. Dans 80-90% des cas, en fait, on va poser le VI Express, on va définir le type d'acquisition qu'on souhaite faire, la tâche qu'on souhaite réaliser, et vous allez voir que ça fait le job et ça le fait même très bien. Et jusqu'à présent, en fait, on avait beaucoup de réserves côté chaîne Technologie de France, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, par rapport au VI Express, et parce qu'en fait, c'est simple à utiliser, c'est vraiment très ergonomique, c'est un assistant, un petit wizard, il vous pose 3 questions, vous répondez et vous avez directement l'application que vous souhaitez. Mais le problème de ça, c'est que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, il n'y a pas l'architecture logicielle et ça peut être un petit peu gênant. Et ben on va voir un petit peu aujourd'hui comment on peut justement regarder ce qu'il y a derrière et vous allez voir que cette technologie, en fait, on va lever cette fois-ci les objections et on va adopter justement cette technologie parce que le VI Express, c'est vraiment quelque chose c'est une technologie qui est vraiment incroyable et on en est totalement converti chez Graphic et d'ailleurs on en développe également pour nos outils qu'on développe avec le deep learning, l'intelligence artificielle. Bon, c'est un autre sujet. Et donc du coup, on va commencer. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, on est une chaîne de formation LabVIEW.
On s'adresse aux débutants comme aux experts. Donc si vous ne savez pas faire de LabVIEW, vous êtes au bon endroit. Ici, vous allez pouvoir trouver des vidéos qui vont vous apprendre à utiliser LabVIEW from scratch. Et évidemment, vous allez pouvoir monter en compétences jusqu'à passer les certifications CLD, CLA, donc et devenir à votre tour architecte. Et puis, si vous voulez encore plus pousser justement et apprendre encore plus de choses, on a des modules de formation pour la partie langage orienté objet ou simplement la maîtrise d'architecture comme l'Actor Framework qui est une architecture avancée d'experts et on vous invite justement à apprendre à l'utiliser parce que c'est c'est une très belle architecture logicielle. Et puis pour les personnes alors comme vous savez en fait sur la chaîne sur nos vidéos le format il est assez simple. La première partie elle va être théorique donc on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première partie du cours est toujours théorique. La deuxième partie du cours, elle est pratique, où ensemble, on va développer sous LabVIEW, faire des exercices, quoi, tout simplement. Et ces exercices sont disponibles sur le GitHub de la chaîne. Donc là, vous allez y trouver justement, allez voir le GitHub de la chaîne, vous allez y trouver justement des examens, des corrigés, des codes LabVIEW, des morceaux de code, des documentations dont vous pouvez avoir besoin pour pouvoir avancer et vous permettre de progresser, et tout ça de manière gratuite, bien évidemment. Et puis, pour les personnes qui s'intéressent à l'actualité de Technologie de France, de Graphique, de tout ce qui se passe autour de LabVIEW, la communauté francophone LabVIEW, de la robotique, de l'automatisme, des dernières technologies, des drones, de l'intelligence artificielle, suivez-nous sur le LinkedIn de Technologie de France, et également de Graphique. Alors, Graphique, c'est en anglais et Technologie de France, c'est en français. Donc n'hésitez pas à vous abonner de la même manière que vous abonnez à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn, à commenter, à liker pour qu'on puisse échanger et vous répondre. Et puis si vous souhaitez encore plus dialoguer avec nous, vous pouvez également nous envoyer des mails pour nous poser des questions. Donc si vous avez eu des difficultés sur tel ou tel cours, si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas à nous en faire part et évidemment on les prend toujours en compte. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient qu'on fasse des sessions de LabVIEW RT, LabVIEW FPGA avec du Compact Rio. Ça arrivera, c'est juste qu'on a comment dire, une roadmap et ça prend énormément de temps en fait à réaliser toutes ces vidéos. Donc vous inquiétez pas, on vous prépare ça, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent de la formation en entreprise, n'hésitez pas également à nous contacter. On fait de la formation, on vient vous voir et on s'adapte justement à un sur-mesure de vos problématiques et on résout vos problématiques en direct chez vous pendant plusieurs jours et on vous adapte une formation qui vous permet justement de travailler sur vos problématiques uniquement et voilà, tout simplement. Et puis si vous avez des bancs de test, du développement LabVIEW, des machines spéciales, n'hésitez pas également à nous contacter, on est également calibré pour. Alors, DACAMix, ce fameux DACAMix. Alors, comme on a dit, c'est qu'en 2019, on est à plus de 500 références supportées par DACAMix. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, on doit être à plus de 650. Eni fait évoluer ces technologies. Et en fait, la philosophie de Eni, elle est très intéressante parce qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses lorsqu'on fait de l'industrie. La première manière, c'est vous avez un banc de test ou une machine industrielle. Bon, c'est du solide. Elle est posée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a 5, 10, 15 ans. Et à l'intérieur, il y a des circuits électroniques, il y a des cartes électroniques. Et puis un jour, une des cartes électroniques crame. Elle crame. Vous avez par exemple une carte PCI Express d'acquisition qui brûle. Ça peut arriver. La première philosophie, en fait, c'est de dire, bon, bah, je la remplace. J'achète exactement la même carte et je la positionne. Le problème de ça, c'est qu'il faut un fabricant de cartes qui vous assure une maintenabilité, comment dire, qui vous assure un stock de cartes pour 20 ans. Ça existe, mais ça coûte cher. Ça, c'est la première philosophie. La deuxième philosophie, une philosophie que Eni a adoptée et qui est très intéressante, c'est de dire, il y a des segments. Il y a par exemple les cartes d'acquisition sous PCI, les cartes d'acquisition sous PCI Express, les cartes d'acquisition PXI, les cartes d'acquisition PXI Express. Il y a les compacts Rio, il y a les compacts DAC, il y a les modules qui vont fonctionner sur les compacts Rio ou les compacts DAC. Il y a du matériel qu'on peut appeler USB DAC. Typiquement, les familles d'USB DAC, ce sont des familles où on va se brancher par USB directement sur le PC et puis vous avez des entrées-sorties. Et puis Eni va dire, bon bah le truc c'est que, ok, j'ai toutes ces références-là, moi je suis pas en capacité de maintenir pendant 20 ans telle ou telle carte. C'est pas possible, j'ai plus de 650 références à mon catalogue, c'est impossible de vous proposer exactement la même carte.
Par contre, ce que je peux faire, c'est garder ces segments et faire évoluer le matériel et le rendre toujours compatible. C'est-à-dire que si vous avez une carte PCI Express analogique input-output, qu'elle brûle et que cette carte a 10 ans, vous aurez toujours chez Eni dans le catalogue un équivalent pour pouvoir acheter et remplacer. Mais évidemment, vous allez me dire, ok, mais si j'achète pas exactement la même carte, alors on va dire à équivalent, ou même elle est peut-être mieux cette carte, elle coûtera pas forcément cher, mais par contre, elle est un peu différente parce que les technologies ont évolué. Bon, très bien. Et bien dans ce cas-là, vous achetez la carte, vous la positionnez dans le banc, et ce qui se passe, c'est que comme vous avez développé sous DAC-MX, la carte est immédiatement reconnue, et en fait, le logiciel ne change pas. C'est-à-dire que tout le code sous la view que vous avez réalisé ne change pas. Et ça marche. Voilà, ça c'est une manière vulgaire de vulgariser, en fait, je vulgarise la chose, et je vais vous montrer après comment ça fonctionne sur le terrain en vrai. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un exercice avec un CEDAC qui a plus de 10 ans. Alors, en témoigne le châssis, donc le logo, l'ancien logo de National Instruments, et un Miodac. Les deux ont des entrées-sorties, donc celui-là c'est du BNC mais numérique, TTL, et celui-là il a de l'analogique et du numérique, donc du coup on s'occupera de la partie numérique. Et ce qu'on fera simplement, c'est qu'on va développer une petite architecture logicielle, on va volontairement générer un signal en digital d'un côté, et puis le récupérer de l'autre. Donc il y aura une entrée, une sortie. Donc une entrée output qui va générer un signal, non, une sortie output qui va générer un signal, et une entrée input qui va récupérer ce signal-là. On va utiliser cette ressource-là, et puis après on va se dire, bon, bah, cette ressource, je ne l'ai plus, terminé. Donc bah, comment je fais? Il faut que je remplace mon matériel. Et ben on le remplacera immédiatement avec un Miodac. Et vous allez voir que ça prend, sans blague, 20 secondes. Et donc c'est ça la philosophie Eni. La philosophie Eni, c'est de vous dire, ok, vous avez, ce qu'il faut, c'est maintenir n'importe quelle machine industrielle. Eh bien, très bien, on peut le faire, mais en vous proposant cette philosophie-là. Et donc on vous crée comment dire, un driver universel qui s'appelle DAC-MX qui va évoluer dans le temps. Et celui-là, en fait, bah, si vous installez juste la dernière version, si vous mettez l'équivalent carte, ça fonctionnera. Et ça, c'est une manière de voir côté Eni qui est assez intéressante parce qu'en fait, bah, ça permet de garder une maintenabilité sur la longueur et de montrer que bah, c'est tout à fait possible. Et donc, du coup, on va montrer ce que c'est que DAC-MX. Alors, derrière moi, vous avez en fait la palette. Donc, cette fameuse palette LabVIEW qu'on regardera un petit peu plus dans le détail. Et donc là, on va expliquer un petit peu ce que c'est que DAC-MX dans son architecture logicielle et son architecture matérielle. Donc, vous avez DAC-MX. Alors, DAC-MX, ça permet de faire quoi? Alors, ça va relier, ça relie l'application au matériel d'acquisition, tout simplement. Donc, il y a la partie hardware et software. Donc, la nouveauté de DAC-MX, c'est comment dire, on introduit la notion de tâche. Alors, qu'est-ce qu'une tâche? Une tâche, typiquement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux acquérir une température, je veux acquérir une tension, je veux générer une intensité, je veux générer un compteur du temps, je veux générer un signal numérique. Ça, c'est une tâche. Et donc, en fait, ils ont introduit la notion de tâche. Basiquement, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et ça, DAC-MX va le gérer. Donc du coup, le Task Engine, on décrit ce que l'on veut faire avant de lancer le matériel. Très bien. Ensuite, dans DAC-MX, il y a toujours cette notion de timing et synchronisation. En fait, on définit quand et à quelle vitesse l'opération s'exécute. Bon, jusque-là, assez simple. Il y a le triggering. Alors le triggering, c'est quand est-ce qu'on démarre ou synchronise une action sur un événement. Ok. Le buffering, la DMA. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la mémoire. C'est en gros comment on va transférer les données en continu vers la mémoire. Le scaling. Alors en fait, le scaling, ce que c'est que lorsqu'on va par exemple câbler du matériel, de l'instrumentation électronique, on peut avoir des capteurs. Et en fait, le scaling, c'est quoi? C'est que DAC-MX est compatible avec une norme internationale qui s'appelle TEDS. TEDS, c'est quoi? TEDS, c'est dans certains capteurs, il y a de la mémoire et il peut fournir en fait, au-delà de fournir des informations, on va dire, liées au capteur, il peut fournir également d'autres informations qui sont par exemple sa calibration, c'est son unité, donc quel type de capteur on a, quand est-ce qu'il a été calibré, son numéro de série, et toutes ces informations-là peuvent être utiles. Et donc parmi ces informations-là, vous avez justement son unité, et donc vous avez aussi sa notion de, comment dire, la notion de conversion entre le signal numérique et l'unité. Et donc le scaling, le moteur de scaling, c'est ce qui va permettre en fait de traduire simplement un signal électrique reçu
en degrés, en pascal, en différentes unités. Ça, c'est le scaling. Puis après, vous avez le routing. Alors, ce que je vous disais, le routing, c'est qu'à l'intérieur de ce châssis, vous avez une électronique intelligente. Et il va falloir de temps en temps récupérer les signaux et en fonction justement de la clock et des triggers que vous avez réglés dans la view, donc de la programmation du matériel, il va falloir router. Donc là, ça va, à l'intérieur, il y a un ASIC, un DSP ou un FPGA, enfin ce que vous voulez en électronique, qui va permettre de faire un routage dans le fond de panier et qui va permettre de router à une horloge ou à différents éléments avec des signaux internes. Et donc ça, c'est très important. Donc DAC-MX va gérer le routing. Calibration, bah, la calibration, c'est un peu comme le scaling. On va pouvoir, le matériel en fait, alors soit le capteur il est calibré, soit il peut y avoir de la calibration qui est liée au matériel. Donc par exemple le Mio DAC, il peut être calibré. Et donc là-dedans, il y a une mémoire qui, dans cette mémoire-là, il y a les informations de calibration. DAC-MX va y accéder et va pouvoir savoir quand est-ce que ça a été calibré et de quelle manière ça a été calibré. Et puis on va même pouvoir recalibrer le matériel. Erreur, bah, les erreurs, c'est la gestion des erreurs. La gestion des erreurs, assez simple. Donc la remontée en fait d'erreurs, tout simplement. Donc lorsqu'on a une erreur, bah, DAC-MX va pouvoir la remonter. Donc ça, c'est pour la partie en fait software. Et puis du coup, hardware, donc on va descendre d'un cran. Donc là, on va avoir DAC-MX va gérer bah, les analogues input-output, digital input-output, counter, timer, clock, trigger. Donc pour résumer, bah, counter compte les impulsions, timer mesure ou génère un temps, clock donne le rythme et trigger donne le départ. Donc DAC-MX, de manière pour vulgariser les choses, va simplement gérer tout ça. Bien évidemment, ça va se passer avec une interface, une abstraction sous la view, donc avec la palette qui est derrière moi. On la regardera au slide suivant. Et donc du coup, bah, DAC-MX va être utilisé sur l'ensemble des références ANI, donc de l'USB DAC, Compact DAC, PXI, PXI Express, PCI, PCI Express, Compact Rio, bien évidemment, donc le fameux Compact Rio, là, donc là j'en ai un par exemple. Bah, pourquoi un Compact Rio? Vous allez me dire, bah, c'est du LabVIEW Real Time, donc c'est du RT. Pourquoi il y aurait du DAC-MX? Bah, parce qu'ici, là, vous avez des slots et vous avez toujours le même système de cassette. Et donc vous avez également du routage derrière et vous allez donc utiliser DAC-MX. Il y a même une version real-time pour pouvoir synchroniser les boucles, pour encore plus faire une symbiose importante entre le logiciel et le hardware. Et c'est là où il y a vraiment un génie chez ANI parce qu'ils ont vraiment poussé entre guillemets le délire hyper loin et là on voit qu'il y a 50 ans de savoir-faire. C'est là où on va vraiment voir le savoir-faire côté ANI parce que là vous allez voir que tout ce que DAC-MX est capable de faire c'est assez important. Et puis l'autre chose, c'est que ANI est un fabricant de matériel et donc du coup DAC-MX, il y a une interface également en C, en C++, en Python et en .NET. Nous aujourd'hui on va parler uniquement de la view puisqu'il n'y a que la view qui nous intéresse, mais il faut savoir que C, C++, Python et .NET permettent également de s'interfacer sur DAC-MX de la même manière que Advantech, AD-Link, Digilent proposent justement un interfaçage sur leur matériel sur la view et également sur les autres langages puisque ce sont des fabricants de matériel. LabVIEW, c'est le langage de ANI, donc historiquement, c'est en LabVIEW que ça se passe avec ANI, mais ANI veut vendre du matériel, donc pour vendre du matériel, ce que ANI fait, c'est assez logique, c'est apporte de l'accessibilité, donc on peut utiliser LabVIEW, et on voit que ça fonctionne très très bien sous LabVIEW, et c'est même ce qu'il y a de mieux, hein, franchement, c'est vraiment pratique, mais s'il y a besoin, on peut DAC-MX interface en C, en C++, en Python, en .NET, pour pouvoir justement pénétrer le maximum de secteurs dans l'industrie. Ok, alors là, du coup, on va voir justement la palette. Donc la palette, là, ce qu'on voit, c'est que... alors, il y a 3 manières d'utiliser DAC-MX. 3. La première manière, c'est on va créer une tâche dans Max. Donc Max, je vais expliquer un petit peu ce que c'est un petit peu plus tard, c'est le navigateur de ANI. C'est le logiciel qui permet en fait de voir le matériel. Donc on peut créer une tâche sous Max, et après, à partir de cette tâche, la lancer dans LabVIEW. Ça, c'est la première manière de faire. Manière modulaire, pourquoi? Parce que si vous avez une architecture logicielle qui est fixée, que vous ne voulez pas toucher au LabVIEW, c'est-à-dire que ça y est, ça marche, on n'y touchera plus jamais. Si une carte brûle, entre guillemets crame, en utilisant ce système de tâches, il suffira simplement de changer la carte et de définir la tâche directement dans Max, donc ça vous le faites à la main tout simplement, de nommer exactement la tâche, en fait de supprimer l'ancienne tâche et de nommer exactement de la même manière la nouvelle tâche. Et en fait, vis-à-vis de DAC-MX, ce sera totalement transparent et vis-à-vis du logiciel LabVIEW, ce sera totalement transparent. Donc là,
une modularité bien particulière, c'est la tâche. Donc ça, je vous montrerai comment ça marche. Puis ensuite, il y a le channel. Donc le channel, c'est ici. Donc c'est assez classique. En fait, c'est en gros, soit vous créez votre tâche sur Max, soit vous créez votre tâche directement, donc avec le create task qui est ici, soit vous créez directement votre tâche dans la view. Et donc là, à ce moment-là, c'est des vieilles polymorphes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez créer votre tâche, puis après vous allez lire ou écrire ou attendre la fin d'une tâche. Et puis après, vous allez alors lire, écrire, attendre la fin d'une tâche. Lorsque vous créez votre tâche, ben, vous allez devoir définir une clock si vous avez besoin, sinon ce sera par défaut. Définir un trigger si nécessaire. Il y a une nouveauté, c'est que comme vous êtes dans une tâche, ben, je crée ma tâche, ok, c'est un hardware déporté. Il faut bien savoir quand est-ce qu'on la lance. Donc je veux lancer ma tâche. Donc là, je peux conditionner mon lancement de tâche. Donc je peux lancer ma tâche, mettre en pause ma tâche ou stopper ma tâche. Et puis évidemment, comme on a toujours init, do, close, bah, je peux libérer ma tâche. Donc stopper ma tâche et libérer ma tâche. L'initialiser, la stopper. Donc ça, c'est la deuxième manière. Alors évidemment, avec tous les nœuds de propriété, ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, c'est dans le cas où on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on va créer nous-mêmes notre tâche et de manière un petit peu classique LabVIEW en utilisant des VI polymorphiques. Donc ça, pas de problème, ça marche très très bien. Et puis il y a la troisième manière de faire qui est le VI Express. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, vous prenez le VI Express, vous le posez, vous répondez à 3 questions dans un wizard, et à partir de là, vous allez pouvoir facilement, créer votre tâche et puis l'exécuter dans votre architecture logicielle LabVIEW. Ça marche très très bien. Voilà, il y a 3 philosophies, elles se valent. Il n'y a pas à avoir de préférence en fait. Il faut maîtriser les 3. Une fois que vous maîtrisez les 3, bah, vous utilisez celle qui vous convient le plus et en termes de modularité, de flexibilité, de bonnes pratiques. Les 3 sont vraiment bien. Ensuite, dans la palette, vous avez le real time. Donc ça, on verra ça plus tard lorsqu'on parlera par exemple du Compact Rio. Et puis, on va dire les manières avancées d'utiliser DACamix. Donc là, comment on va paramétrer le matériel, comment on va calibrer le matériel. Et donc, c'est là-dedans qu'on va parler justement de TEDS. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Les options avancées, et là, ça va être du paramétrage avancé pour lancer DACamix. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Ça, c'est dans les prochains cours. Ok, alors du coup, à nous. Ok, alors aujourd'hui, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice. On va utiliser, alors déjà l'écosystème, donc c'est Max. Donc Max, c'est en fait le logiciel NI, donc c'est le navigateur NI pour pouvoir, lorsqu'on branche pour la première fois ou quand on branche du matériel, ça permet de piloter le matériel, de le tester, de le calibrer, de le voir tout simplement, et puis de le paramétrer. Et donc Max, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que quand vous achetez du matériel NI, la première chose que vous devez faire, c'est évidemment installer DACamix pour pouvoir rendre fonctionnel justement ce matériel, mais utiliser Max. Donc vous prenez Max, mesure en Automation Explorer, vous le lancez et à partir de là, bah, on va détecter le matériel directement dans Max et on va s'assurer qu'il existe. À partir de là, vous allez pouvoir un petit peu le paramétrer. Et une fois que vous avez terminé, bah là, à ce moment-là, vous pouvez directement aller dans la view. Vous avez terminé la première phase. Ce qu'il faut savoir, c'est que DACamix, en fait, jusqu'à présent, était lié à la view jusqu'en 2022. Et à partir de 2022, DACamix et la view se sont séparés. C'est-à-dire que la view, c'est un langage de programmation à part entière. Et DACamix, c'est le driver universel de chez NI. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une version après 2022 de LabVIEW, bah, c'est totalement indépendant de DACamix. Donc vous pouvez installer DACamix, la version que vous souhaitez, et la version de LabVIEW que vous souhaitez. Ce sera compatible, ça posera aucun souci. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et justement, l'autre partie, enfin l'autre phase de la médaille, entre guillemets, c'est que si vous avez du matériel qui date d'avant 2022, à ce moment-là, il y a un tableau de compatibilité. Je vous le mets en descriptif de la vidéo, en copie, pour que vous puissiez aller voir. En fait, le truc, c'est que il y a un tableau de compatibilité. Il faut aller voir entre les versions de LabVIEW et les versions de DACamix et les versions du matériel. Enfin, il y a tout un entre guillemets, tout un micmac. Et donc, il faut aller voir ça parce que vous pouvez vous retrouver en difficulté. Néanmoins, nous, on a fait des tests en LabVIEW 2020 en utilisant la dernière version de DACamix et justement, par exemple, le MioDAC. Ça fonctionne. Donc ça fonctionne de manière, on va dire, dégradée, c'est-à-dire que officiellement c'est pas supporté, mais ça fonctionne. Et en fait, quand je dis de manière dégradée, ça veut dire que visiblement l'ensemble de DACamix a l'air de fonctionner, sauf les ExpressVI. Les ExpressVI ne se lancent pas avec la dernière version de DACamix sous la View 2020.
Donc là, il y a des problèmes de compatibilité, comment dire, d'optimisation, et il est possible qu'il y ait d'autres fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Donc il faut le savoir. Donc du coup, et ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser une version de la Vue après 2022 pour pouvoir ne plus avoir ce genre de problème. Et puis après, bah, vous installez les dernières versions de Dakamix et à chaque nouvelle version de Dakamix, vous avez des nouvelles références matérielles qui rentrent côté ANI et qui permet justement bah, de rendre tout cet écosystème hyper modulaire. Donc du coup, l'exercice qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, c'est universel en fait. Ce qui se passe, c'est que l'idée de l'ANI, c'est de dire, OK, nous, ce qu'on a, c'est du matériel, des entrées, des sorties analogiques numériques. Globalement, on s'en fiche du matériel que vous utilisez. Vous pouvez utiliser du PXI, vous pouvez utiliser de l'USB DAC, vous pouvez utiliser du compact DAC, du CDAC, enfin tout ce matériel-là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, on s'en fiche de ce que vous utilisez. Ce que vous utilisez, c'est des entrées-sorties, c'est une abstraction. C'est vous, en tant qu'utilisateur, vous allez utiliser une abstraction qui va être les digital input, digital output, analog input, analog output et les différents signaux de contrôle qui peuvent exister sur du matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est toujours hardware driven, c'est-à-dire qu'en fait, dans la view, on va juste voir digital output, digital input, analog input, analog output. 0, 1, 2, 3 qui vont correspondre aux différentes broches. Mais c'est toujours hardware driven, c'est-à-dire que quand vous prenez un matériel, dans Max, il faut regarder la doc, et dans la doc, vous allez savoir justement ce que ce matériel permet de faire. C'est pas Dakamix qui vous dira comment ce matériel travaille, en fait. Dakamix, c'est pas une documentation de références, enfin des différentes références qui existent. Dakamix, c'est juste ce qui va vous permettre d'y accéder. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est hardware driven. Il faut aller voir les datasheets des différents hardware que vous achetez, et à partir du moment où vous avez votre datasheet, bah, vous savez à peu près les capacités, comment ça fonctionne, les vitesses d'échantillonnage, les buffers et tout ça. Et après, vous avez juste à utiliser la palette LabVIEW et ça fonctionne très très bien. Et donc, on va le prouver aujourd'hui. Et comment on va faire? On va prendre déjà un digital. Alors, on va utiliser du digital aujourd'hui, pas de l'analogique, volontairement, pour pouvoir changer un petit peu. Et on va utiliser du TTL. Donc, c'est hardware driven. Donc, celui-là, il est TTL. Et le MioDAC est également TTL pour sa partie digitale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter digital output 0 vers digital input 1. Donc en gros, ça va être 0 vers 1. Donc typiquement, là, j'ai du BNC, première 0 vers 1, tout simplement. Donc je vais brancher. Et à partir de là, je vais générer un signal d'un côté que je vais récupérer de l'autre. Donc en gros, j'ai un interrupteur, j'appuie et je verrai que ça fonctionne. Pas besoin d'alimenter, c'est du TTL. Donc contrairement à la vidéo qu'on avait avec le IDAC d'Advantech, là, cette fois-ci, on peut dire, ou l'USB DAC, je ne sais plus c'était lequel, là, cette fois-ci, on va directement se brancher et ça fonctionnera. Il n'y aura pas besoin de faire un petit circuit avec une petite alimentation. Donc là, c'est un numérique, c'est un digital, mais qui ne joue pas le rôle d'interrupteur, qui joue simplement le rôle de tout ou rien. Voilà, donc c'est assez simple ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc on va apprendre à utiliser Dakamix dans la View. Ok, nous voilà donc sur le bureau Windows. Donc là, on va déjà commencer par lancer Max. Alors, voici Max. Donc là, je viens de lancer Max. Alors vous voyez, il n'y a rien qui est branché pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par brancher notre matériel. Alors, je vais le faire en direct. Je vais déjà mettre en... hop là, voilà. J'ai branché simplement 0 à 1 et donc on va brancher justement ce fameux petit CEDAC. Donc là, c'est un petit module TTL. Donc là, vous voyez un petit module TTL que je vais brancher directement sur un châssis compact DAC, mono châssis compact DAC. Ok, alors du coup, je vais le brancher directement. Donc là, c'est de l'USB. Hop là. Donc on va le brancher. Alors, c'est parti. Alors, on branche le premier. Il va être détecté normalement instantanément. Et pendant qu'il le détecte, je vais brancher le MioDAC. Donc là, il a trouvé le CEDAC. Voilà, et là, je branche le MioDAC. Ok. Ok, donc il voit les deux. Super. Donc là, vous voyez, ça apparaît, c'est instantané, c'est fonctionnel. Donc là, on va commencer avec le CEDAC. Alors le CEDAC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... CEDAC... alors CEDAC 1, donc il n'y a qu'un seul CEDAC, donc il n'y a pas besoin de mettre 1. Et là, c'est TTL. Le module s'appelle TTL, donc hop, on va l'appeler comme ça. TTL, j'enregistre, ok. Et le MioDAC, lui, je vais l'appeler directement MioDAC. Voilà. Ok, bon. Du coup,
Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors en fait, on peut voir qu'on a accès justement à différentes options. Donc on peut tester, alors on va tester tout de suite, mais on va d'abord faire brochage de périphérique. Donc là, on va cliquer sur le brochage, et vous voyez là, vous avez directement les entrées-sorties correspondantes. Donc là, on a du digital input-output 0, 1, 2, 3 en BNC. Assez simple, donc je branche le... En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le 0 en 1, tout simplement. De 0, on va envoyer, et 1, on va récupérer. OK. Donc, je vais vérifier mon montage. Donc, pour le vérifier, bah, je vais dans le panneau de test. C'est parti. Voilà. OK. Donc là, en fait, c'est un panneau de test sur mesure du CEDAC TTL. Donc là, il y a des entrées-sorties numériques uniquement, et évidemment des entrées-sorties compteurs qui sont liées justement à l'électronique de ce matériel. Encore une fois, c'est hardware driven, donc n'hésitez pas à aller voir la spec du matériel à chaque fois. Donc du coup, comment ça se passe? Eh bien, vous avez en fait deux parties. La première partie, c'est qu'on va définir justement dans les entrées-sorties. Donc là, il y a 4 entrées-sorties. Lesquelles sont des entrées, lesquelles sont des sorties. Donc le port 0, alors on ne dit pas port, on dit entrée 0. Donc l'entrée 0, pour moi, c'est une sortie. Enfin, eux, ils disent line, donc ouais, bah, ils disent line, voilà, on va dire la ligne 0, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, regardez, c'est port 0, ligne de 0 à 3. Parce qu'en fait, dans le vocable NI, il n'y a qu'un seul port ici. Donc il n'y a qu'un seul port ici, et il y a 4 lignes. OK? Et ça, c'est hardware driven, donc c'est dans la doc, donc dans la spec. Donc du coup, bah, on va suivre ça. Donc du coup, il y a 4 lignes. Donc la ligne 0, c'est une sortie. OK? Donc là, c'est une sortie. Et les autres, ce sont des entrées. Tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je lance mon test. Donc j'ai un interrupteur en bas pour pouvoir tester. Ah oui, je peux le faire en direct en plus. Ouais, bon. D'accord? Donc du coup, j'ai mon interrupteur en bas, et donc tout ce que j'ai à faire, c'est, si j'ai bien branché, bah, quand je ferai passer mon interrupteur à 1, normalement ça devrait s'allumer sur le port, sur la ligne, attention entre port et ligne, sur la ligne 0 qui est un input. Donc là, je bascule, et en effet, ça s'allume. Donc c'est bon, ça veut dire que mon branchement est bon. OK, alors j'arrête proprement. OK, et on va basculer maintenant sur le Miodac. Alors le Miodac, vous avez la même chose en fait que le module. À une chose près, c'est que vous voyez là, configurer un TEDS, ça c'est sur du matériel récent en fait. Sur du matériel récent, il y a une compatibilité TEDS. Donc comme vous avez le CEDAC, c'est un vieux matériel, hein, vous voyez sur le logo, bon bah il n'est pas compatible TEDS, mais par contre le dernier matériel ANI, lui, il est, donc du coup, bah, vous pouvez le voir ici. Bon, du coup, le périphérique, vous voyez le brochage. Donc, on a des connecteurs analogiques input, des connecteurs analogiques output et digital input output. Donc, moi, j'ai branché simplement digital, bah, en gros 0 à 1. Et en fait, 0, je vais le définir comme un output, et 1, je vais le définir comme un input. Donc, on va le tester. Panneau de test. Donc, pareil, on va faire la même chose. OK. Là, j'ai plus de possibilités parce que j'ai des entrées analogiques, des sorties analogiques, des entrées-sorties numériques et des entrées-sorties de compteurs. Donc nous, on va se contenter uniquement de se trouver ici. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un seul port, donc le port 0. OK. Donc sur le port 0, alors du coup, je vais lancer mon test. Le digital 0, c'est un output. OK, donc l'interrupteur apparaît. Et quand je le fais basculer, en effet, je suis dans le vert. Donc j'ai bien câblé comme il fallait. Et en fait, mon câblage, alors j'ai assez de longueur. Voilà. Le câblage, en fait, il est ici. Bon, voilà, bon, c'est assez simple en fait. Donc là, comme c'est du digital sur du digital, il n'y a pas besoin de brancher les masses puisque c'est une masse commune pour fermer le circuit. OK, donc là j'arrête, on est bon. Donc là, on va commencer à utiliser DACMX. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 manières d'utiliser DACMX. La première manière, c'est d'utiliser Max et de créer une tâche. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on va créer une tâche. Donc je vous montre, vous appuyez sur créer une tâche. Là, vous choisissez entre acquérir ou générer un signal. Donc par convention, comme on veut générer et acquérir, on va déjà générer. Donc on veut générer une sortie numérique. On va raisonner soit en port, soit en ligne. Donc nous, ce qui nous a... Alors le port, bah, c'est l'ensemble. Voilà, port 0. Et là, c'est pareil, port 0. Donc, on va générer sur l'ensemble. Et donc, c'est si on veut piloter l'ensemble d'un port en une seule fois. Bon, j'ai pas trop envie de fonctionner comme ça. Je préfère faire un réglage plus fin. Et donc, je préfère directement sur une voie, donc directement sur une ligne. Donc là, c'est plus un channel. Donc, sortie de ligne. Donc, on va faire plutôt comme ça. On va prendre le TTL. Donc, on va directement travailler sur le TTL, mais ça va être séparé avec le Miodac, hein.
Donc là, la ligne 0, je vais en faire la ligne 0, je vais en faire simplement, bah voilà, ma tâche elle est là. Donc ma tâche de sortie. Donc, alors c'est le CDAC. Alors CDAC, donc lui ça va être Digital Output 0. Terminé. Et là, c'est créé, c'est ici. OK. Si je veux créer une autre tâche, bah, j'appuie ici. Je fais, cette fois-ci, je vais faire une acquisition. Donc là, bon, bah là, on fait pas. Vous voyez, TEDS apparaît ici. Parce que quand je fais une acquisition, nous, on ne génère pas du TEDS, mais on acquiert du TEDS. Donc forcément, il apparaît là. Donc du coup, entrée analogique, entrée compteur, entrée numérique. Donc nous, c'est une entrée numérique. OK. On reste en ligne pour rester sur un réglage fin. OK. Donc là, c'est du CDAC. Donc là, cette fois-ci, l'input, c'est 1. Donc c'est le port 0, ligne 1. OK. Et donc là, je vais l'appeler CDAC Digital Output, Digital Input 1. Terminé. OK. Et on va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire la même chose pour le MioDAC. Comme ça, je vous montrerai la modularité également qu'on peut faire. Ouais, non, c'est pas nécessaire. Bon, en gros, ouais, si, allez. Bon, je le fais. Maintenant que j'ai dit que je le faisais, je le fais, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Donc, MioDAC Digital Output 0. Terminé. Et on termine avec celui-là. Hop, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, nouvel objet. J'ai fait un truc là à l'instant, c'est que j'ai fait créer un nouvel objet. Vous pouvez aussi créer des instruments virtuels dans Dakamix. Ça peut être pratique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas reçu encore le matériel et que vous souhaitez créer un instrument virtuel qui est en fait une copie en fait, mais virtuelle d'un MioDAC, ou bah, vous pouvez le faire ici directement, en créer un nouvel objet. Ok, bon, mais on va pas le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est aussi autre chose qui est intéressant. Donc du coup, là, je vais créer une nouvelle tâche. Donc là, la dernière, donc acquérir un signal en MioDAC. Donc entrée numérique. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, MioDAC. Digital Input 1. Voilà. Ok, donc on a terminé le paramétrage côté, côté max. Maintenant, on va aller sur la view. Alors, la view, c'est parti. Hop. Donc, je vais déjà positionner comme il faut. Voilà. Voilà, comme ça, je ne dérange pas. Très bien. Et je vais... Alors, on va déjà faire les faces avant. On va commencer par faire les faces avant. Alors, les faces avant. Alors, je vais créer ici un répertoire que je vais appeler nouveau dossier. Alors, le dossier, on va l'appeler Dakamix Introduction. Voilà, comme ça, on mettra à l'intérieur. Et donc, du coup, je vais créer ma première face avant. Donc, ma première face avant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un interrupteur. Alors, un bouton stop, évidemment. Hop. OK, donc un interrupteur. Donc là, right. Voilà, hop. Et puis, on va créer un... Alors, hop, voilà. Et on va créer une lecture, évidemment. Ce qu'on va créer, hop. Papapam. Voilà. Hop, hop. Et là, c'est le read. OK. Voilà. Comme ça, l'IHM est faite. Très simple. Très basique. Voilà, là, c'est vraiment basique. OK. Vite fait, si on souhaite, hop, voilà, on va vite fait faire quelque chose de propre. DAC, voilà, DACamix. Voilà, comme ça on a quelque chose de propre. Et ça, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler, alors on va commencer par les polymorphes. Non, par les tâches. Task.
Ok. Donc là, on a terminé pour la face avant. Et comme ça ira un petit peu plus vite. Donc évidemment, ici, on change en contrôle. Voilà, en read. Voilà, et mon stop. Donc du coup, il va falloir regarder maintenant comment dire, la palette. Donc là, hop, voici la palette d'Akamix. Donc je vais la mettre en dessous. Et on est lancé. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va commencer par travailler avec les tâches. Donc, je prends la tâche. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mes différentes tâches. Donc, on va commencer avec le CEDAC. Donc là, Digital Output 0. OK. Donc du coup, ce qu'on fait, la tâche, elle est là, elle est déjà définie. Donc ce qu'on va faire, on va simplement la lancer. Donc on va cliquer sur Start. Puisque, pour rappel, bon là j'ai pris ça, mais on a du matériel, il y a de l'intelligence dans le matériel. En fait, il faut pouvoir lancer, c'est-à-dire que j'ai créé ma tâche, ok, j'ai défini mon matériel. Maintenant, il faut que je dise quand est-ce que je la lance. Donc là c'est Digital Output, donc quand est-ce que je le mets au démarrage? Tout de suite. Ok, très bien. Ensuite, on a une petite boucle while, hop, sur lequel on va mettre un petit commentaire. Process loop. Ok. Qu'on va cadencer, évidemment. Donc, on va la cadencer à 150 millisecondes. Oui, c'est ça, 150 ms. Ok. Il n'y a pas besoin d'afficher l'itérateur. Hop, voilà, on commence à avoir un début. Alors, du coup, hop. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a créé notre tâche? Nous, on va écrire. Première chose à faire, c'est qu'on va écrire. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire du digital, single channel, un seul sample. C'est un booléen, quoi, tout simplement. Ok. Hop. Vraiment, là, c'est vraiment pour apprendre introduction. Et vous montrer que c'est simple. Le write, hop, je le mets ici. Voilà, donc mon interrupteur, j'envoie ou j'envoie pas, tout simplement. Que dire d'autre? Voilà, ça y est, j'ai créé ma tâche. Alors, mon stop. Alors, comment je vais stopper ma tâche? Alors, ma tâche, elle peut stopper que s'il y a deux raisons qui la stoppent. La première, c'est que j'appuie sur le bouton stop, ou j'ai une erreur. Alors, comment on fait? On va simplement mettre un ou. Voilà. Donc, si j'ai une erreur, la tâche s'arrêtera. OK. Donc, pareil, pas besoin de mettre le... On a compris que c'était le bouton stop. OK. OK, là, on n'est pas trop mal. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que ici, là, il va bien falloir... Là, c'est le init, do et close. Alors, close, c'est quoi? J'arrête ma tâche et je libère ma ressource. Voilà. Et évidemment, si j'ai une erreur, il faut l'afficher. Donc, comment je l'affiche? Je l'affiche simplement, je la pop. Voilà. Si j'ai une erreur, je la pop. OK. Donc là, pour l'instant, on s'est contenté de faire du digital output 0. Donc on écrit, tout simplement. Donc là, je vais appuyer, et quand je vais appuyer, je vais envoyer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le lire. Donc moi, j'aimerais bien le lire. Donc pour le lire, on va simplement créer une deuxième tâche qui est la tâche de lecture. Donc là, je reste appuyé sur CTRL-MAJ pour faire un copier-coller. Voilà. Du coup, digital input 1. Donc on reste sur le CEDAC. OK. Et donc on va, hop, travailler en... Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en séquentiel. C'est-à-dire que d'abord j'écris, puis après je lis. L'initialisation, on peut la faire en parallèle, ça pose pas de souci, mais par contre le do, il va se faire en séquentiel. Donc, donc du coup, je vais regrouper les erreurs ici. Donc je les regroupe de manière simple. Voilà. Donc d'abord je fais un init, après je fais un do. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? D'abord j'écris 0 ou 1, puis après je vais le lire ici. Donc là, je vais faire un read. Alors, sur ma référence, donc ma référence de lecture. Comme on est en séquentiel, je me branche après, au niveau de la sortie.
Voilà, on est pas mal. On va essayer d'être propre. Hop, comme ça. Voilà, là on est bien. Et donc du coup, là ce que je fais, c'est que j'écris, puis je lis. Donc je lis quoi? Il faut bien que je le lise quelque part. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement, hop, l'afficher. Alors je lis quoi? Je lis un digital, single channel, un seul sample, un booléen. Et donc le read, c'est parti. Ok. Donc là, j'ai fait le init et le do proprement, mais j'ai pas encore fait le stop pour la deuxième tâche. Donc du coup, il y a deux manières de faire. Soit je fais un copier-coller comme ça. Je vous montre de cette manière-là. Mais je trouve que c'est pas très élégant. Soit je regroupe les références et j'itère directement puisque les deux tâches vont s'arrêter de la même manière. Donc en gros, je les regroupe dans un tableau de tâches et je vais simplement itérer le stop et la libération de la libération. Donc comment je fais? Bah, je vais simplement insérer. Alors, on va créer un tableau. Insert, all palette, array, build array. OK. Donc là, on le transforme, en fait, on transforme cette sortie en un tableau de référence. Et donc évidemment, bah, il râle parce que lui, il reçoit un tableau de référence alors qu'il attend une seule référence. Et donc du coup, pour m'en sortir, hop, j'itère, tout simplement. Donc celui-là, ça va être un close, donc entre parenthèses, release. Ici, on est dans do. OK. On n'est pas trop mal. Hop, 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 hop. Tiens, on pourrait même faire comme ça. Voilà, pour être propre. OK. Alors ici, ce que je vais faire, je vais mettre un petit commentaire pour dire qu'on est en init. Voilà. Et donc ici, on est en init. Voilà. Init, do, close. Init, j'initialise les deux tâches. Do, bah, je fais mon architecture logicielle. Donc là, du coup, une boucle cadencée où je vais appuyer ou pas sur un interrupteur. Et puis ici, je vais simplement lire ce que j'ai fait, quoi. Assez simple. Vraiment assez simple, hein. Le but du jeu, c'est simple. Et close ici, et en fait, la petite technicité, elle est ici, en fait, c'est qu'en fait, j'ai regroupé deux références dans un tableau 1D. Donc j'ai créé un tableau 1D et j'itère simplement un stop et un release. Vraiment, là, le but du jeu, je trouve que c'est un peu plus élégant que de poser en parallèle. En fait, la philosophie, c'est le moins de VI possible, mais le plus clair possible. Il faut que le code soit le plus clair possible. Si vraiment c'est pas clair, un petit commentaire. Là, on regroupe les références de tâches. Voilà. Hop, on peut le commenter de cette manière-là. C'est une manière de faire. Bon, à vous de voir. Mais en gros, vous voyez, là, faut toujours que le code soit vraiment le plus propre possible, le plus épuré possible et le plus lisible possible. Et là, vous voyez, vous avez une architecture assez simple en fait. Donc du coup, on va la tester. Donc je sauvegarde, je fais un petit CTRL E pour voir la face avant, un petit CTRL R pour lancer. Donc là, pas d'erreur, ok, super. Right, vous voyez, hop. Et là, je me contente. Donc d'un côté, je sors un signal à 0 ou à 1, et de l'autre, je lis un signal à 1 ou à 0, ici. D'ailleurs, j'aurais pu faire ici, au lieu de mettre write, je garde le write et je mets digital output 0. Alors là, il faut... Pourquoi il ne s'agit pas au texte? Ah, j'ai perdu mon... Ah oui, je l'ai écrit. Ok. Write. Ok. Donc là, c'est digital output 0 et read digital input 1. Tout simplement. Voilà, assez simple en fait. Philosophie méga simple. Donc là, c'est si je veux faire une tâche. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que si demain j'ai mon matériel qui casse, ce matériel-là, hop là, j'ai fait tomber mon micro. Voilà, ça tout va bien. Donc là, si je casse ce matériel, imaginez, je le perds.
je le perds, et donc du coup, je décide de le remplacer par ce matériel sur mon banc de test. Alors hop là, voilà, sur le Miodac, voilà, je veux remplacer par le Miodac. Donc imaginez l'histoire du PCI Express, j'ai une carte que je veux remplacer. Bah, remplacer la carte, et en fait l'idée c'est quoi? C'est que vous avez le choix, soit vous changez ici la référence, donc là je vais par exemple la tâche, je prends l'autre digital output, donc là je vais basculer directement, donc là ça m'a pris moins de 5 secondes pour changer de matériel. Soit vous allez dans Max et vous renommez exactement le même nom que vous avez ici. Et dans ce cas-là, votre code, vous n'y touchez pas. Et ça marche, c'est hyper modulaire. Et là, on va tester. Donc là, on l'a basculé sur le Miodac. Alors, et ça râle. Qu'est-ce qui s'est passé? Miodac. Task is running. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi ma tâche... Ah oui, il a lancé, j'ai lancé 2 fois, oui. J'ai lancé 2 fois le... Oui, je me suis trompé. C'est normal. Ok. Voilà, ça marche. Pas de problème. C'est juste que j'avais mis 2 fois la même tâche en haut et en bas. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Et là, il m'avait dit, en fait, je ne peux pas lancer 2 fois la même tâche, ce qui est logique. Ouais, ça marche. Et donc là, en fait, je me suis contenté de changer de matériel. Et ça marche très très bien. Ok, donc du coup, là, on a fait avec des tâches. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais on va faire avec la deuxième façon de faire, c'est-à-dire avec les channels. Alors, c'est parti. Donc là, je sauvegarde. Hop, je quitte. Alors, dans mon explorateur Windows, je vais simplement copier mon VI. Là, ça va être Channel. Et je lance. C'est parti. Alors, Channel. Donc là, on a le même code, vous voyez? Sauf que ici, on a Output. Et ici, on a Input. Ok. Bon. Moi, ce qui me pose problème, c'est que là, cette fois-ci, je ne veux plus utiliser tâche, mais je préfère utiliser channel. Bah, pas de problème. Aucun souci. Je vais simplement faire create channel. Donc, au-dessus, je suis en output. Donc, c'est digital output. OK. Je me câble. OK. Là, je choisis ma line. Donc, create constante. Voilà. Donc, ma line, alors on va se mettre sur le CDAC TTL. Donc, line 0. Hop. Voilà, terminé. On fait la même chose en dessous. Donc là, cette fois-ci, c'est du digital input. Donc, digital input. Donc, on change la line. Si on garde la même line, ça ne marchera pas. Et voilà, c'est terminé. On va tester. Donc voilà, j'ai remplacé en fait ma tâche que j'avais gérée sous Max, bah, en fait, je l'ai mise ici en fait. Ma déclaration de. C'est ici en fait qu'on va déclarer comment dire la line, tout simplement. Donc port et line. Voilà, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, c'est hyper simple. Et donc je relance pour vérifier que ça marche. C'est pareil. Et là, cette fois-ci, regardez. Là, j'étais justement sur le CDAC TTL et je veux basculer directement sur le Miodac. Vous voyez, c'est deux matériels, deux technologies totalement différentes. Elles ont peut-être 10 ou 15 ans de différence. Bah, pas de problème. J'ai juste à faire ça. Et comme je vous l'ai annoncé en début de cours, ça prend moins de 10 secondes. Et c'est ça la puissance de DACamix. C'est vraiment puissant comme truc. C'est-à-dire que là, si vous maîtrisez la palette, là, on va travailler ensemble cette palette, vous la maîtrisez, bah, vous maîtrisez l'ensemble des références. Et donc ça, c'est très très puissant et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc combiné aux architectures logicielles qu'on a apprises à faire ensemble, bah là, vous êtes invincible. Voilà. Ok. Donc ça, voilà, pour la deuxième façon de faire. Et enfin, on va faire la troisième façon de faire. Donc cette fois-ci, hop, on quitte. Donc via ExpressVI. Alors, la troisième façon de faire. Ok, allez, c'est parti.
Alors, rebelote, c'est parti. Donc du coup, on va mettre... non, bah, on peut rester là, hein, ça pose pas de problème. Donc du coup, bah, c'est beaucoup plus simple, vous allez voir. Alors, il n'y a pas besoin d'initialiser. Et il n'y a pas besoin de fermer. Donc il y a juste une boucle seule qui va tourner. Hop. En fait, on n'a pas besoin de ces DVI polymorphiques. Donc en fait, j'ai gardé ça volontairement pour pouvoir ne pas refaire. Donc process loop, alors elle va être init, do et close. OK. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur DAC Assist. On pose. Là, il se lance, il génère directement. Donc là, on reconnaît en fait, c'est le même assistant qu'il y avait dans l'éditeur de tâches. Donc là, ça va être acquire signal, generate signal. Donc là, ça va être plutôt generate signal. Ça va être du digital output. Donc là, line. OK. Là, je vais rester sur le... Oh, on va se mettre sur le milieu DAC. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. J'accepte. Là, il va lancer un scripting. Donc en fait, là, vous ne voyez pas, mais il y a la barre des tâches Windows. Et en fait, là, on est en LabVIEW 64. Là, il lance LabVIEW 32. Et en fait, il lance un scripting pour pouvoir faire le DAC Assist. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc là, il construit le VI. Donc on va le laisser travailler. Donc là, il bosse pour nous. Super. Donc, data. Alors, il attend un tableau parce qu'en fait, lui, il se met en multi-channel, sachant qu'il n'y a un seul channel. Mais lui, il se met par défaut en multi-channel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer. On va le transformer en tableau. Bam, 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 bam. Alors, build array. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, device name, on s'en fiche. De quoi on a besoin? Donc, data, on a besoin du stop. Donc, le stop, il est là. Voilà, donc là, j'ai généré pour l'instant le signal. Et donc, rebelote pour pouvoir récupérer le signal. Donc là, on va faire acquire signal, digital input, on se met en line. Même si on l'a déclaré ici, en fait, sa construction, il construit quand même comme si on était en multi-channel. OK. Hop, alors on le laisse, il va générer. Donc c'est parti. Il mouline un petit peu. Voilà, veuillez patienter. OK, c'est parfait. Donc, là, on est sur digital output 0. Et là, on est sur digital output 1. Data, en effet, on la récupère ici. Alors, du coup, bah, c'est un tableau, donc on va indexer la première valeur. Insert, array palette, index array. Voilà. Donc, on l'indexe simplement. On se contente de l'indexer. Error in, error out. Bon, on va peut-être même faire mieux que ça. Error out. Et là, on va faire un error in. Voilà. Voilà, comme ça, on se met en séquentiel. D'abord, je fais mon digital output et après, je fais mon digital input. Voilà. Ensuite, pardon. OK. Et puis, enfin, si j'ai une erreur, hop, error out, je la pop. Je quitte la boucle et évidemment, je la pop. Donc là, on va la popper si on a besoin. Si jamais on a une erreur, on la pop. Voilà. Donc là, c'est vrai que quand on voit cette architecture, moi, ça m'irrite un peu parce que comme j'aime bien maîtriser mes architectures logicielles. Là, bon, ça marche, c'est efficace, ça marche bien. Mais vous voyez, attendez, hop là, j'ai fait une bêtise. Mais vous voyez que quand même, on voit pas tout le flux en fait. C'est ça le truc. On sait que ça se passe, mais on voit pas tout. Et c'est ça qui peut un petit peu me déranger par rapport aux ExpressVI. Néanmoins, c'est très efficace et ça marche très très bien. Tiens, d'ailleurs, si on voulait aller jusqu'au bout, on pourrait faire comme ça. Hop, voilà, en flux. J'ai une erreur. Est-ce qu'il a transmis si je fais ça? Oui, je crois qu'il a transmis. Oui, il a transmis. Ok, ok. Hop, hop. Ok, donc il a transmis. Hop, on envoie et c'est nickel. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer. Donc là, on est sur le Mio DAC et vous voyez, ça marche.
Ça, c'est la troisième façon de faire. Ça marche bien en plus. Ok. Maintenant, par rapport à ma remarque sur alors, du coup, maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur l'ExpressVI très rapidement. Par rapport à ma remarque sur l'ExpressVI, vous pouvez faire trois choses avec l'ExpressVI lorsqu'on est sous DACamix. Vous pouvez convertir le ExpressVI en tâche. Ça fonctionne. Et après, vous retournez, vous avez du coup votre tâche et donc du coup, vous retournez sur ce qu'on a fait au début. Soit vous pouvez générer le code en code any DACamix. Donc là, on va cliquer, on va le faire. Donc là, ce qu'il fait, c'est que hop, il lance un scripting et là, il va générer le code. Donc à partir justement de cette brique, et donc ça peut être pratique parce que si vous savez plus trop comment faire, bah, démarrez dans l'Express, puis après générez votre code et puis après modifiez le code que vous avez généré tout simplement. C'est une manière de faire également et qui est très valable. Et c'est quelque chose qui est pas mal parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Voilà. Oups. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, je trouve, dans. Vous voyez, alors là, il résonne en multi-channel. Il résonne en multi-channel, même si je lui ai dit qu'on était en single channel, il résonne en multi-channel. Donc c'est pour ça il a un tableau des différents channels. Ok. Là, il fait quoi? Hop. Alors là, il fait quoi? Il fait quoi? Tâche, 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 tâche. D'accord, il donne la valeur initiale. Ok. Et là, il fait quoi? Et là, en fait, il crée la tâche. Hop. Voilà. Et en fait, ça ressemble au code qu'on avait. C'est juste qu'ils ont mis un petit peu plus d'informations que nous, mais globalement, c'est la même chose. Donc ça, c'est équivalent à ça. Ok. Et sinon, vous pouvez également faire avec un ExpressVI. Simplement, vous pouvez Open Front Panel. Donc là, il va le convertir. Voilà. Et une fois qu'il a converti, en fait, vous avez le code, le vrai code qu'il y a derrière. Donc là, vous voyez, en fait, c'est que la première fois, en fait, il initialise, et la première fois également, il lance la tâche dans le flux. Ok, et les fois suivantes, il lance plus la tâche, ce qui est logique, et à la fin, il va stopper, il va faire exactement ce que nous on a fait. Sauf qu'il pop pas, mais globalement, il fait ça. Et après, bah, ça c'est le do. Ici, c'est le do. Ouais, c'est ça. Digital output. Donc là, là c'était parce que j'étais sur du digital, j'étais sur le digital output. Donc là, bah, il fait ça en fait. Il le fait, il le fait, et en fait, il le fait dans un tableau. D'accord, parce qu'en fait, lui, il résonne en fait en multi-channel. Il veut rester en multi-channel. Bon, ok, pourquoi pas. Donc multi-channel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on est ici, lui, il veut directement définir tous les channels. Bon. Alors que nous, on se dit non, on veut un réglage fin et on veut juste toucher à une channel. Donc c'est juste ça la différence entre la génération ANI et nous, ce que nous on fait en fait, globalement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour là par rapport à l'utilisation et à cette introduction de DACamix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne de Technologie de France. Si vous avez aimé bien évidemment cette vidéo, ça permettra justement de donner un signal à YouTube et de pouvoir nous mettre un petit peu plus en avant dans les algorithmes YouTube. Voilà, et puis écoutez, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.